Je commence par vous remercier de m'avoir accueilli ici. Je suis très contente de faire connaissance avec des spécialistes de la zététique, et avec la zététique d'ailleurs, tout court. Bon, c'est une lourde tâche pour moi de parler juste après le champion du monde du concours de mauvaise foi, qui en plus a abordé un sujet un petit peu triste qui vous a mis dans un état extrêmement down, parce que mon HIV, c'est un peu difficile. Je vais vous parler de personal branding et aussi de viralité, mais la viralité sur la toile. Et en fait, on va voir au cours de la présentation que la limite, la frontière entre la réalité telle qu'on la connaît physique ici entre nous et l'irréel ou le monde virtuel, comme on l'appelle en informatique, est finalement de plus en plus ténu. Alors le sujet d'aujourd'hui qui va tenir, je vais dire à peu près 15 minutes. D'abord l'usurpation de l'identité, donc l'identité au sens large, à la fois numérique et de l'identité physique. On va s'interroger sur le profil d'un internaute, le profil d'une personne qui veut s'afficher sur la toile. Et on va essayer de répondre à cette question qui peut-être va intéresser les esthéticiens que vous êtes. Est-ce qu'il y a un profil digital qui est propice, plus qu'un autre, à la communication ? Un petit sommaire en 4 parties. D'abord, on va aborder le thème de l'identité, avec ses dispositions légales, la sémantique et les constituants de l'identité. Un petit tour sur l'écosystème, en parlant des supports dont nous disposons pour aller sur la toile. Qu'est-ce qu'un réseau ? Comment fidélise-t-on des internautes ? Quelle est la stratégie si l'on veut communiquer efficacement sur la toile ? L'état des lieux de ce qu'il existe, le portrait digital, manager une communauté. Et enfin, on va se pencher sur un cas particulier d'un leader en décrivant son profil, la façon dont il agit pour partager et évoluer sur la toile. Tout au long de mon propos, vous allez pouvoir récupérer certainement des petits sujets pour le concours de mauvaise foi de l'année prochaine. J'ai compris que c'était l'une de vos préoccupations. Si l'on se penche sur l'identité, et ici l'identité numérique, on s'aperçoit que, et on ne va pas citer l'article du Code pénal, qu'il est interdit tout simplement de faire l'usage de l'identité de quelqu'un d'autre. Ça c'est bien clair, tout le monde le sait. Ce qui est important de noter ici, et ça peut ouvrir un débat, c'est que la loi a prévu de punir de la même façon cette peine si elle se produit sur le web. Donc si l'usurpation de l'identité de la personne n'est plus physique mais digitale, n'est plus dans la vraie vie mais dans la vie digitale, la peine encourue est la même. Également, lorsqu'on se promène sur la toile, on a le droit de demander, c'est aussi une disposition légale, à notre ami Google d'effacer toute trace qui peut correspondre à des marqueurs de notre identité. Et là, j'en fais appel à votre esprit critique. Nous n'avons pas, dans la vraie vie, encore de loi qui nous permet de faire disparaître toute trace de notre identité si on le souhaite. Alors, j'attire votre attention sur l'aspect sémantique que je trouve extrêmement intéressant. Quelle est l'évolution de la sémantique qui nous amène vers le digital ou comment le digital a amené cette évolution sémantique ? Avec des fonds jaunes, vous avez des étiquettes qui montrent des noms qui sont apparus les 10 dernières années, on va dire, qui sont tout nouveaux. Les podcasts, les SMS, les wikis, les blogs, les emails, le monde virtuel en général. Et puis vous avez d'autres mots dont vous pouvez noter qu'ils ont complètement évolué. Par exemple, avant, on parlait d'un trafic, on se voyait sur l'autoroute, dans des bouchons complètement bloqués. Maintenant, le trafic, ça peut être le trafic sur votre site internet que vous pouvez mesurer. Vous pouvez discuter, avant c'était comme on le fait là tout de suite maintenant. Et bien maintenant, vous pouvez aussi discuter beaucoup plus, sans limite d'horaire, sans limite, sans barrière géographique, et ça se fera par le net, par le biais d'Internet. La communauté, elle n'est plus ce qu'elle était il y a quelques années, elle migre, même si des communautés ancestrales sont encore portées à l'écran. La communauté, maintenant, elle devient une communauté digitale. Donc, je ne vais pas passer en revue tous les mots, mais vous pouvez noter que certains vieux mots restent, comme les lieux réels, mais les lieux virtuels s'apparentent de plus en plus aux lieux réels. Donc, finalement, les lieux réels, que sont-ils vraiment ? Que si on se base sur la notion de salon, bien le salon, même le salon où on se rencontrait avant, où on allait échanger sur place, se transforme en
e-salon, salon virtuel, où on peut aller rencontrer un fournisseur ou un prestataire en donnant rendez-vous sur un forum, sur un lieu précis, le jour du salon. Il ouvre et il ferme de la même façon que le vrai salon, mais sur la toile. Qu'est-ce qui constitue l'identité? Très rapidement, en 3 parties, on a une identité qui est une identité personnelle, celle que vous avez sur votre carte d'identité qui est garantie par l'État. Nom, prénom, vous êtes né, quelques informations comme celle-là. Vous avez une identité sociale. Alors une dame qui s'appelle Nicole Saint-Gingres, a dit que l'identité est inséparable de l'individuation, que pour identifier un ou plusieurs individus à d'autres, il faut les distinguer de tout ce qu'ils ne sont pas. Pour cette approche assez sympathique. Et 3e point, pour qualifier l'identité, on peut parler d'identité culturelle, où des individus adhèrent plus ou moins à une norme, à une valeur culturelle, à ce qui fait qu'ils ont été éduqués d'une façon ou d'une autre, dans un lieu géographique ou un autre, avec eux des ouvertures plus ou moins larges sur le monde qui les entoure. Et nous disposons, je passe à l'écosystème, de supports qui vont nous permettre, en fonction de l'usage qu'on veut en faire, d'être efficace, d'être vu, d'être repéré. Hein, on peut regrouper en 5 grandes fonctions les supports digitaux qui vont être de publier, qui vont être de partager. Partager, c'est pas pareil que publier. Publier, c'est j'écris, je mets à disposition. La vidéo, dans le partage, c'est plutôt je place du contenu, mais qui n'est pas forcément le bien. Géolocaliser, vous savez tous, hein, on a un certain nombre de satellites de plus en plus nombreux qui tournent au-dessus de nos têtes. On ne peut plus s'en passer. 48 qui nous servent tous les jours à nous lever le matin et à savoir qu'on n'est pas perdu. C'est quand même pas rien. Et on peut échanger, discuter, réseauter. Donc vous voyez toutes les petites icônes là, ce sont des supports qui existent. Hein, vous reconnaissez un certain nombre d'entre eux, d'autres peut-être moins. Le Google, tout le monde le connaît, le Skype, le Twitter, très familier, le LinkedIn, le Facebook. Peut-être que Yeld, vous le connaissez moins. Bon, Pinterest, peut-être moins aussi. Donc on en a une infinité, presque une infinité. Et ça va grandissant. Alors, quand on veut parler de portrait digital, parce que c'est le sujet d'aujourd'hui hein, dans le personal branding, certains ont mentionné ce matin, je ne sais plus qui, mais que personal branding, ça s'apparentait à PB et à problème. Vous avez toute une palette d'outils pour résoudre ce problème au mieux. Des sites internet, des blogs, si vous voulez écrire, si vous voulez échanger du Facebook, si c'est pour du large public, du LinkedIn, si c'est dans le domaine professionnel, du Google+, si vous voulez être extrêmement bien référencé. Et ensuite, si vous voulez privilégier l'instantanéité, des supports comme Pinterest, Instagram pour les images ou pour la vidéo, du YouTube et du Twitter pour un mélange de courts messages SMS et photos ou supports visuels. Vous avez toute cette palette à vos dispositions. Tout le défi consiste à en faire un bon dosage. Il n'y a pas de bon dosage. Chacun a son propre dosage qui correspond à son personal branding. Dans l'écosystème, vous êtes dans un milieu, vous baignez dans un milieu immense dont vous n'avez pas idée, on va le voir juste après, de l'immensité, de son immensité. C'est presque une galaxie. J'ai relevé cette définition du Larousse qui m'a beaucoup amusée. Définir le réseau, le networking comme ça, c'est un ensemble de personnes avec lesquelles nous sommes en contact pour un motif familial, pour un motif professionnel, amical, sportif ou associatif. Jusque-là. Et la phrase qui vient ensuite, votre esprit va être titillé, j'en suis sûre, c'est aussi l'ensemble des relations que nous créons. Ce qui sous-entend que les précédentes sont peut-être des relations vraies, fausses, à réfléchir. En tout cas, Larousse pense que l'on peut créer des relations, donc peut-être des faux profils, je ne sais pas. C'est dans leur dictionnaire. Alors, créer des relations, c'est bien, mais un anthropologue, et là c'est pareil, vous pourrez vérifier, expérimenter, qui s'appelle Robin Dunbar, a estimé que le maximum de relations que nous pouvions établir entre amis, relations de travail, tout cumulé, en même temps, ne pouvait pas excéder le nombre de 148, considérant que notre néocortex, je
C'est lui qui parle, hein. Juste je transporte parce que je n'ai pas l'expertise pour dire que c'est vrai. Notre néocortex ne peut pas admettre davantage que ce nombre de 148 pour traiter l'information en même temps et faire vivre notre communauté. C'est 147, je crois qu'il a. C'est un petit pourcentage d'erreur. Alors, dans quoi baignons-nous? Je vais presque aller vous faire peur autant qu'avec l'histoire de Cédric tout à l'heure. Nous baignons dans une sorte de mouvance d'information absolument gigantesque. C'est pas minute, hein, on aurait pu dire en 1 minute. C'est un petit peu, oui, j'en profite pour faire un petit passage sur cette notion de temporalité. Quand on se donne rendez-vous, on se donne rendez-vous dans 5 minutes, dans 2 minutes, dans 10 minutes, dans 30 minutes, dans 1 heure. Et sur la toile, quand on compte en secondes. Et de la même façon, là où c'est paradoxal, c'est que ce qu'on peut mettre en 1 seconde de temps a une durée, laisse des traces numériques, pour l'instant, pérennes. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe en 60 secondes? Donc sur la toile, et ça évolue, vous avez 2013 ici, 2014 sur cette tranche, et 2015 là, donc vous voyez, il n'y a aucun recul. En 1 minute, 3,3 millions de posts sur Facebook en 1 minute. Dans le monde, sur Facebook. Sur YouTube, il y a 400 heures de vidéos qui sont uploadées. Et on a, en l'espace d'une petite minute, 422 340 tweets qui sont envoyés. C'est vertigineux. Alors, dans votre portrait digital, quand vous voulez l'établir, de quelles composantes disposez-vous? Vous disposez des composantes en termes d'identité, qui peuvent être aussi votre avatar, dans ce cas-là, chose que vous n'aviez pas tout à l'heure dans la description en 3 points de l'identité. Vous pouvez avoir votre voix, hein, votre vidéo, que vous n'avez pas non plus encore aujourd'hui sur votre pièce d'identité officielle, mais ça viendra peut-être avec votre empreinte digitale. Vous pouvez faire état de tout ce qui vous passionne. Vous pouvez faire état de vos dernières lectures, de vos abonnements. Vous pouvez parler de vous en termes d'environnement. Quel collège avez-vous fréquenté? Quels sont les professeurs que vous avez appréciés? Et vous pouvez même aller jusqu'à fournir des informations sur votre patrimoine, sur ce qui fait de vous quelqu'un qui est connu ou reconnu. Et pour savoir ce que le mix de tout ça donne, Google va parler de votre réputation. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir ce que Google dit de moi. Donc, si vous prenez votre nom et votre prénom que vous mettez dans le moteur de recherche Google et que vous faites une entrée, vous allez voir tout ce que Google dit de vous. Et ensuite, tout ce que les autres disent, tout ce que les autres pensent de ce que Google pense de vous. C'est un autre critère de mesure. Ce portrait digital que vous pouvez mettre en place, vous le mettez en place, mais si vous avez lu ce qui était précédemment affiché, ce portrait digital, il évolue, il fluctue. C'est un peu comme vous dans la vraie vie, vous vieillissez, vous changez, vous êtes toujours le même, mais avec quelques modifications temporelles qui sont apportées. Pour la toile, le phénomène est exactement le même. Votre portrait va évoluer dans le temps, sauf que c'est certainement vous qui allez être acteur de cette évolution, bien plus que dans la vraie vie. Vous pouvez beaucoup plus facilement modifier les composants de ce portrait digital. Alors, pour bien gérer son community management, c'est-à-dire faire en sorte que sa personne soit assimilée à un produit que l'on veut vendre, commercialiser ou afficher comme étant le produit le plus beau de la planète, si vous avez une autre opinion de vous-même, il va falloir que vous cibliez des communautés qui vont être réceptives à votre profil. Il va falloir que vous anticipiez les tendances que ces communautés vers lesquelles ces communautés vont aller, de façon à leur fournir des informations qui vont absolument les captiver. Et il va falloir que vous interveniez en temps réel pour montrer que vous êtes présent, actif, que vous avez un certain poids sur la toile. Pour le management, ce qui est intéressant aussi, c'est de faire du repérage. Parce que vous avez vu, et on peut imaginer facilement que dans tout ce magma d'informations, ce n'est pas tout à fait aisé d'aller retrouver les documents, les supports, les autres comptes, les autres communautés, les groupes avec lesquels on aimerait bien être lié, desquels on aimerait bien être repéré et vu. Donc pour cela,
Vous avez des agrégateurs, hein, donc les agrégateurs de presse par exemple, qui vont vous proposer de vous abonner à des flux RSS, des agrégateurs de réseaux sociaux, des agrégateurs sociaux, pardon, des agrégateurs d'actualité. Ça veut dire que vous allez pouvoir sélectionner, sans aller faire ça à la mano, un par un, des tendances, des groupes, des acteurs vers lesquels vous allez vous tourner, desquels vous allez pouvoir vous faire reconnaître et que vous allez pouvoir aussi, bien entendu, suivre, ausculter pour vous-même prendre une posture qui va être la plus cohérente avec celle qui sera dans la tendance. Également, on a un outil qui permet au management de placer des alertes. Donc, vous pouvez dire « je veux suivre les évolutions sur telle personne ». Alors, vous allez dans Google Alert ou dans Alerty ou dans Social Bakers. Vous allez mettre le nom de ceux ou de celles que vous voulez surveiller ou des étiquettes qui sont thématiques. Je veux être informé de tout ce qui se passe en astrophysique. Je vais mettre astrophysique ou je suis intéressé par tout ce qui concerne telle personne. Et chaque fois qu'une information va arriver la concernant ou concernant le thème, vous allez recevoir une notification, c'est pratique. Et alors, avec tout ça, vous allez pouvoir savoir, parce que c'est bien de dire qu'on fait tout pour apparaître sur la toile, ou que d'autres apparaissent, vous allez savoir quelle est votre influence en consultant un outil qui s'appelle le Cloud. Alors tout simplement, c'est un http://cloud.com. Qui va conserver les traces numériques et qui va faire une sorte de portrait, comme on fait dans une étude de marketing avec les vaches à lait. Vous allez voir qui sont les gens qui sont célèbres, quels sont ceux qui ont un profil d'explorateur, quelles sont les personnes qui vont diffuser du contenu, quelles sont les personnes qui vont relayer du contenu, quels sont ceux qui seront très actifs, très passifs. Tout ceci est mesuré par un algorithme, je ne sais pas lequel, mais en tout cas qui a l'air de fonctionner, et qui donne un score. J'ai un score de 62 si je fais mon cloud en astrophysique, en astronomie, tout simplement parce que je communique beaucoup sur ce sujet. Je ne sais sincèrement pas vraiment à quoi ça correspond, mais c'est censé être qualifié d'expert. Donc après, toute la situation consiste à savoir comment est-ce qu'on peut être reconnu en tant que, sachant que sur ce système-là, on n'est pas forcé d'être expert, je ne suis pas astrophysicienne, pour être considéré comme expert. Hein, donc tout ça pour vous dire que dans un profil tel que vous pouvez l'établir sur Internet, sur les réseaux sociaux, vous pouvez très bien vous faire passer en tant qu'expert dans un domaine qui ne relève pas forcément de votre expertise, mais par lequel vous êtes très intéressé et sur lequel vous communiquez avec une abondance et une diversification au niveau des supports que vous utilisez relativement importante. J'ai une expérience d'entreprise que je ne peux absolument pas citer, dont la préoccupation n'était pas d'augmenter sa capacité en R&D, pas du tout, n'était pas d'investir davantage de budget en termes de recherche et de développement, parce que c'était déjà une grosse proportion du chiffre d'affaires, donc maximisé, n'était pas de mettre plus d'équipes plus importantes à cette fonction-là. La préoccupation de cette entreprise, très grosse entreprise, était seulement de faire savoir qu'elle était très forte pour innover. Et donc, grâce à cet outil, vous pouvez faire savoir que vous êtes un expert, en tout cas aujourd'hui, sans pour autant l'être. Bien, quel est le profil du leader? Comment est-ce qu'on fait quand on veut devenir un leader? Comment est-ce qu'on fait pour entretenir au mieux son image de marque? En général, il diffuse et il a un pouvoir d'amplifier l'information. Hein. Ça veut dire qu'il est reconnu par un grand nombre d'individus comme étant déjà quelqu'un ayant une expertise et qu'il est reconnu par ses pairs, c'est-à-dire que les astrophysiciens reconnaissent sa compétence en astrophysique. Donc je ne pourrais pas être leader en astrophysique au sens leader sur la toile, même si j'ai un bon cloud qui dit que je suis experte en diffusion d'informations sur ce sujet. Mais la confusion, elle est très simple pour l'internaute sur la toile, très simple. Ensuite, on dit qu'un monsieur deux messieurs, un Thomas et un Manguish, disent que nous accordons notre confiance à des personnes ressources parce que nous les considérons, et ça rejoint ce qui a été déjà dit dans cette assemblée ici, comme crédibles et légitimes, et donc nous respectons leur avis et leur choix. Hein, je reprends l'exemple de Nicolas qui dit que si Cédric Villani fait une explication sur une équation différentielle,
peu d'entre vous dans cette assemblée, moi en tout cas certainement pas, remettraient en cause le résultat que Cédric annoncerait. Comment fait-on pour identifier un leader d'opinion? Les études sont nombreuses, les paramètres assez divers, donc j'ai essayé de regrouper ce qui revenait le plus. Hein, on essaie de savoir s'il apparaît très souvent en tant que porteur de ce sujet sur la toile, si cette personne a beaucoup de contacts qui relaient l'information dans son domaine, s'il existe un public actif qui va engager des conversations sur le sujet qui est traité par cette personne. En fait, si on veut résumer, c'est une affaire de nombre, la toile, je dirais que c'est une affaire de nombre, et une affaire de capacité à démultiplier et à déployer. J'ai un nombre de contacts, et ça rejoint le discours introductif de cette session 2016. J'ai un nombre de contacts. Ce nombre de contacts, il faut qu'il soit déjà suffisamment conséquent à la base. Et ensuite, il faut que j'ai un pouvoir amplificateur suffisamment consistant pour arriver à une démultiplication qui fasse que j'occupe le terrain. J'occupe la toile. Chose qu'on ne peut pas se permettre de faire dans la vraie vie quand on est à un endroit au même moment et un seul endroit et qu'on parle à une assemblée qui a un nombre théoriquement fini, sauf si on est en streaming. Toujours dans l'identification des leaders d'opinion, on peut les identifier par rapport à une approche qui est dite énonciative et qui décrit la capacité d'autoritarité, je vais dire, à s'auto-publier. C'est-à-dire, j'ai une compétence qui est reconnue de tous et je peux, sur mon blog, publier un article sur un thème. Personne ne va le contester. Imaginez quelqu'un qui a reçu les palmes académiques, une personne qui a déjà reçu beaucoup de prix, qui a publié beaucoup et qui a été reconnue par ses pairs. Elle va pouvoir se permettre d'écrire sans avoir la caution de qui que ce soit et que ses propos ne soient pas remis en cause, sauf peut-être par cette assemblée. Enfin, en tout cas, je l'espère. Voilà. Donc, c'est une caractéristique forte des leaders d'opinion, donc qui n'ont pas besoin de validation avant de produire. Ensuite, on observe le contenu des produits qui sont fournis par ce leader. Le nombre de citations, c'est un petit peu comme si on fait Scholar, hein, Google Scholar pour les chercheurs. Le nombre de citations qui sont faites de ce leader, le nombre de contenus qui sont rediffusés et le nombre de commentaires qui sont associés à ces contenus. Hein, c'est-à-dire toujours du pouvoir démultiplicateur. Hein, c'est fiabilité, on essaie d'avoir un minimum de fiabilité, un maximum de contacts et après un fort pouvoir de démultiplication. Pour conclure, je prends un cas, alors c'est assez marrant parce que Thomas va rencontrer cette personne demain ou après-demain, je ne sais plus, enfin dans très peu de temps, qui est un jeune garçon qui est né en 89, qui s'appelle Léo Grasset, mais j'aurais pu prendre d'autres exemples. Hein. Je suis tombée sur celui-là. Je me suis dit que si j'étais tombée sur celui-là par hasard, c'était peut-être que celui-là était en bonne position de leader parmi les leaders. Donc Léo, qui est un vidéaste, enfin qui est devenu, je pense, vidéaste, il est surtout connu pour cette chaîne YouTube qui s'appelle Dirty Biology. Le slogan de sa chaîne, c'est « Tu ne voulais pas le savoir, mais maintenant c'est trop tard ». Vous sentez le ton un petit peu provocateur du personnage. Et il présente sa chaîne, donc qui existe depuis à peine 2 ans, qui compte 374 552 inscrits, qui a 15 500 000 vues et davantage. Il annonce que sa chaîne contient des vidéos de science, jusque-là tout le monde comprend, sur des sujets, je reprends son terme, mindfuck, crade, ou juste rigolo. Et il ajoute que parfois on parle de biologie aussi. Donc cette personne est biologiste de formation. Le voici. Donc j'ai tout repris comme ça pour parler de lui plus précisément. Quelles sont ses vidéos célèbres? Les sujets de ces vidéos célèbres. À quoi sert un pénis? Les enfers artificiels. Et le troisième, c'est faites des enfants avec vos cousins. Ça aurait pu être avec vos cousines. Voilà, donc cette personne-là arrive à communiquer de façon extraordinaire. J'ai trouvé, en cherchant pas trop, un tout petit peu, un site internet où il n'y a rien, vraiment rien. C'est juste une page
Pas de contenu, j'en ai pas trouvé. Il intervient sur un blog où là, effectivement, c'est un peu plus consistant. Et il a un Twitter. Le Twitter, par contre, beaucoup d'abonnés. Hein, je crois que c'est 32 000. Il n'a pas fait énormément de tweets. 2448, c'est vraiment pas grand-chose. Mais il a un nombre d'abonnés incroyable. Et il a publié ce livre-là en avril 2015, donc aux éditions Le Seuil, me semble-t-il, qui s'appelle Le coup de la girafe et qui... Des savants dans la savane, c'est le sous-titre que vous ne voyez pas apparaître ici, et qui parle de science. J'ai regardé quelques pages en PDF sur Internet, et c'est un très bon bouquin de vulgarisation, très drôle. Voilà, donc en ce moment, je n'émets aucun commentaire, ni positif ni négatif sur cette façon de communiquer, mais juste un constat que c'est la façon de communiquer qui permet le mieux aujourd'hui, dans l'état actuel de notre condition humaine et de celle du réseau, de diffuser de la science à un large public et de la science avec une qualité qui est tout à fait correcte, avec des contenus qui sont extrêmement fiables, vérifiés, vous pourrez le vérifier peut-être une deuxième ou une troisième fois. Donc il faut être... sur ce profil, sur cette tendance pour que ça fonctionne aujourd'hui. Les autres que j'ai observés rapidement, mais dont je ne fais pas état vu le timing que j'ai souhaité donner à cette intervention, sont exactement dans la même lignée que Léo Grasset. Je dis Olivier, c'est bien que je le dise, parce qu'en fait, il travaille avec son frère, qui je crois a ce prénom-là, il me semble. Ça, oui, bon, d'accord, je dois connaître un Olivier Grasset. Ah oui, c'est un astrophysicien, pardon. Oui, c'est un astrophysicien, oui. Donc, il travaille avec son frère, Colin, mais peut-être qu'il bosse à 3, c'est un complot. Il travaille avec son frère, Colin, qui lui est qui est en charge de l'animation, du graphisme, voilà. Tu visionné de ces vidéos ou tu nous en parles juste en tant que... Alors, je ne le fais pas visionner parce que j'ai constaté qu'ici, le débit est un peu faible pour que je puisse télécharger. Bien entendu. J'ai visionné ces vidéos, donc je peux en parler très rapidement. D'ailleurs, c'est très rapide, ces vidéos. Hein. Ça change extrêmement vite de plan. Le rythme, le débit est très très rapide parce que si vous n'avez pas compris, c'est trop tard, tant pis pour vous, vous n'avez rien à faire sur cette chaîne parce que c'est une chaîne de branchés, mindful, crado, etc. Voilà, donc ça parle comme ça. Il y a énormément d'images qui se chevauchent et de temps en temps, il y a un message flash et on n'arrête pas de changer de support. Un coup, on voit le monsieur qui est devant sa glace, un coup, on voit le monsieur qui est à l'extérieur, un coup, on voit le monsieur devant son computer avec un gros flash jaune qui nous permet comme ça de suivre là où il va, sa démarche informatique pour arriver à obtenir les informations qu'il diffuse. Et d'ailleurs, de cette façon-là, il l'exprime, il diffuse beaucoup d'informations qu'il récupère lui-même à partir de la toile. Mon mot de conclusion, la cloche sonne, ce n'est pas la bonne, mais je la considère comme telle. Je pense que, ça c'est ma touche personnelle, jusque-là je ne vous ai pas donné mon avis. Je pense que pour bien construire son portrait digital, et d'ailleurs pour bien construire son portrait tout court, l'essentiel c'est de savoir pourquoi on se lève le matin. Parce que quand on sait pourquoi on se lève le matin, tout le reste vient avec. On arrive à avoir suffisamment d'énergie, suffisamment de motivation pour accomplir tout ce qu'on est capable en soi, de trouver toutes les forces qu'on a et tout ce qui nous fait rêver, tout ce qui nous donne l'envie d'aller au-delà. C'est tout ce que j'ai à vous dire.